Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a fait polémique il y a quelque temps et qui a eu lieu justement en mai, la vente aux enchères OnlyWatch 2024. Et pour ça, qui de mieux que Grégory Ponce, journaliste, et il a créé aussi le média Business Montre, pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je suis journaliste depuis presque un demi-siècle. J'ai 25 ans de journalisme horloger derrière moi et j'ai créé Business Montre il y a 20 ans cette année. Et comme un média indépendant, parce que je n'arrivais pas à pouvoir faire passer des contenus vraiment indépendants dans les médias mainstream. Donc j'ai préféré avoir mon propre média. Et effectivement, je me suis intéressé assez récemment au cas OnlyWatch, en posant suffisamment de questions pour qu'on finisse par reporter la vente, mais on va en parler tout de suite. Est-ce que tu peux détailler un peu ce que fait Business Montre ? Business Montre, c'est tous les jours, c'est un quotidien de l'horlogerie, et tous les jours, il y a des informations, des dessins, des présentations de nouveautés. On publie, je crois qu'on a un record du monde, on publie près de 1500 nouvelles montres par an. 1500 okay. Nouveautés, nouveaux modèles. Et puis tous les jours, il y a des informations, des révélations, des chroniques, des coups de gueule, des humeurs. Voilà, c'est un média, comme le journal. Il n'y a pas le tiercé, il n'y a pas l'horoscope, mais peut-être que je devrais y penser. L'horoscope horloger. Horoscope horloger, bien sûr. Bien sûr. J'avais même fait des mots croisés à un moment donné, mais c'était très lent, fatigant. Et puis, j'avais pas beaucoup d'appréciation de la part des lecteurs. Donc, voilà. Zut. Et je te propose qu'on commence sans plus attendre. C'est vrai que la vente OnlyWatch a fait beaucoup parler ces derniers mois. La vente a été décalée de novembre 2023 à mai 2024. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ? Alors, OnlyWatch, c'est une affaire qui dure depuis 20 ans et même, si on cherche bien, depuis plus de 20 ans, parce que les toutes premières ventes OnlyWatch ont eu lieu en 2001 ou 2002. Okay. C'était une seule montre et c'était Jean-Claude Biver qui s'occupait à l'époque de Blancpain, qui offrait une Blancpain pour la recherche contre les myopathies. Puis, petit à petit, c'est devenu un concept à part entière. Ce concept, il y a eu une première vente aux enchères en 2005 et cette vente avait frôlé les 2 millions des euros à l'époque et tout le monde avait trouvé ça merveilleux. Et puis, à la 10e édition, on s'aperçoit que les horlogers ont offert pas loin de 130 millions d'euros, 130 millions, c'est pas rien, à la recherche contre les myopathies. Tout ça, pourquoi ? À cause du savoir-faire d'un garçon qui s'appelle Luc Petavino, qui est l'animateur d'OnlyWatch, le créateur d'OnlyWatch. Et c'est un garçon qui n'est pas spécialement intelligent, mais il est assez sensible. Et il a été affecté d'un immense malheur, qui est celui d'avoir un enfant myopathe. On sait que la myopathie n'est pas guérissable, donc on a accompagné l'éducation de son fils et on savait tous que ça allait se diriger vers une issue fatale et on était tous mobilisés pour aider la recherche contre les myopathies. Et moi, j'ai été un des tout premiers vraiment journalistes à me passionner pour OnlyWatch parce que je savais que c'était important pour les recherches pour les myopathies, ils ont toujours besoin d'argent, nos amis les chercheurs, et aussi important pour l'horlogerie. Et petit à petit, c'est devenu une espèce de double opération, c'est-à-dire il y avait le côté recherche scientifique et le côté concours de quéquettes dans la cour de récréation entre les horlogers. J'ai fait plus aux enchères que toi, et moi, non, c'est moi, enfin, etc. Mais c'était ça dès le départ. Les toutes premières ventes OnlyWatch qui se passaient à Monaco, c'était une toute petite salle. Il y avait 40 personnes dans la salle, dont 30 patrons de marque qui achetaient ouvertement leurs propres montres. On s'en fichait puisque c'était pour la charité. Voilà, c'est comme ça qu'est parti OnlyWatch. Après, au fur et à mesure, au fil des éditions, la somme a augmenté et c'est là qu'on a commencé à se poser des questions. Des questions, par exemple, moi j'ai eu des doutes à partir de 2017. Et quand je posais des questions à Luc Petavino, qui n'est pas forcément très malin en termes de communication, il me répondait toujours « Mais non, c'est rien, c'est des conneries de journalistes, ça n'a aucune importance, on est juste là pour chercher de l'argent pour les enfants ». 2017, 2019, j'ai eu encore plus de doutes quand j'ai vu qu'il y avait un horrible mafieux cambodgien, un oligarque pourri de chez Pourri, qui mettait 31 millions sur une Patek Philippe. 31 millions d'argent. C'est lui qui a mis... Oui, c'est lui qui avait misé sur la Patek Philippe. Okay. Et
argent pas très propre, gagné à la sueur du front de son peuple, où le salaire moyen doit être de $200 par an. Oui, c'est peut-être... non, allez, j'exagère, ça doit être $2000 par an. Voilà, et donc là, j'ai continué à me poser des questions. Et puis, en 2021, là j'ai commencé à poser ouvertement des questions, parce que on avait récolté à l'époque 80 millions. Qu'est-ce qu'on avait fait de ces 80 millions? C'était impossible de le savoir. Et à l'occasion de la vente 2023, là, j'ai vraiment décidé de poser ouvertement, publiquement, médiatiquement des questions, parce qu'on était pas loin à 100 millions d'argent récolté et on n'en avait rien fait. Étant familialement sensible à ces histoires de myopathie, pour des raisons que je ne vais pas détailler, j'ai regardé ce que faisaient les associations de lutte contre les myopathes aux États-Unis. Et là, je me suis aperçu qu'aux États-Unis, ils n'avaient récolté en 20 ans que 50 millions, mais ils avaient déposé des dizaines de brevets, conduit des dizaines d'expérimentations scientifiques, alors que nous, en Europe, avec OnlyWatch, on n'avait rien fait. Donc j'ai posé des questions. Plus je posais des questions, moins j'avais de réponses. Et moins j'avais de réponses, plus je posais d'autres questions. Et c'est là qu'on a découvert, je dirais, le poteau rose, à savoir que OnlyWatch avait une trésorerie fantastique, mais n'avait pas dépensé cet argent, puisque sur les 100 millions gagnés, il y en avait 60 millions qui restaient bloqués sur le compte d'OnlyWatch. Pourquoi? On n'a jamais su. Donc déjà, mais attention, il n'y a pas eu de malversation. Luc Pétavino s'est pas mis beaucoup d'argent dans les poches. C'est simplement qu'il ne s'est pas géré. Il a géré ça comme un crétin et sans aucune stratégie scientifique. C'est ça qui est regrettable, d'une part. Après, ça a été géré en dépit du bon sens, mais on s'est aperçu qu'il y avait des choses quand même bizarres. D'abord, il y avait des notes de frais considérables, c'est-à-dire qu'il ne se payait pas, il ne prenait pas de salaire, il ne tirait pas de revenus d'OnlyWatch, mais il en vivait très bien, vu on était entre un demi-million et 1 million de notes de frais sur quelques années. Alors, il ne faut pas exagérer, c'est quand même un peu beaucoup dans un contexte charitable. Je rappelle qu'aux États-Unis, quand une association une association charitable qui lutte contre les myopathies reçoit $1, elle s'empresse de redonner ce dollar à des chercheurs. Si vous ne le faites pas aux États-Unis, vous allez en prison. On ne l'a pas du tout fait à Monaco, et il y a longtemps que tout le monde aurait dû être en prison si on avait été dans un contexte américain. Mais il y a pire, on s'est aperçu que l'argent d'OnlyWatch, qui était très mal géré, en fait, avait servi aussi à Luc Pétavino à monter 2 sociétés commerciales dont il était le principal actionnaire. Donc il n'a pas pris d'argent pour lui, enfin il a monté des sociétés dont il est le principal actionnaire et forcément ce qu'on appelle le principal bénéficiaire économique. Et il a monté ça avec des scientifiques qui sont les copains des gens qui sont dans l'organisation d'OnlyWatch. Enfin, où qu'on aille, à chaque fois qu'on tirait une ficelle, on trouvait un truc absolument épatant. Il y a eu aussi, mais ça c'est pas moi qui l'ai trouvé, des interférences bizarres avec la politique française, à se demander si le cash d'OnlyWatch n'avait pas servi de tirelire électorale à M. Macron. Enfin, on ne savait plus où on en était. Donc, à force de poser des questions, d'autres personnes dans les marques se sont également posé des questions pour s'apercevoir que il y avait des faits pour le moins questionnables. Et ces faits questionnables ont fait que quelques marques, Audemars Piguet par exemple, ont dit nous on joue plus, on veut plus y aller. Donc ils ont retiré leur lot. D'autres étaient prêts à le faire, je pense à Richard Mille. D'autres ont carrément refusé comme De Béthune. Bref, tout le monde se posait des questions. Chez LVMH, ils ont conduit une enquête assez serrée avec des pros de ce genre d'enquête et ils ont été horrifiés par ce qu'ils ont trouvé. Donc au bout d'un moment, sentant que ça partait en vrille, Luc Pétavino a dit je vais reporter la vente, mais je vais faire un audit et je vais publier des comptes certifiés. Ok, très bien. Voilà, on a attendu. La vente a été reportée, puis on a appris là au mois de mars que la vente aurait lieu au mois de mai. Et là, il s'est à nouveau passé des choses. Voilà. Et au mois de mai, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu d'audit, il y avait eu des comptes certifiés. Personne n'a audité les comptes au sens stratégique du terme. Est-ce que les investissements ont été, judicieux ou pas? On a dit les comptes sont en ordre. Oui, les comptes ils sont en ordre, comme dans toutes les épiceries de France, les comptes sont en ordre. Sinon, c'est du pénal. Donc on n'en était pas là. Donc on n'a pas été satisfait. Donc il y a quelques marques qui n'ont même pas voulu revenir.
je pense à Tudor, dans la la vente de ce mois de mai. Les comptes ont été certifiés, mais il y a toujours autant d'argent bloqué sur les comptes d'Only Watch. Pourquoi? On ne sait pas. Luc Pétavino nous dit « Ah ben je mettrai le cash là où il faut au moment où ce sera décisif. » Ben oui, mais la recherche, c'est tous les jours. Il n'y a pas des gros coups à faire. Donc voilà. Luc Pétavino nous dit « Oui, mais les sociétés que j'ai créées à mon nom, dont je suis actionnaire, je les redonnerai à la communauté, à la collectivité par la suite. » Pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, ce n'était pas plus satisfaisant. Donc moi, j'ai dit « Attention, danger ». Attention, les marques prennent des risques avec cette vente du mois de mai, et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, mais cette année a été quand même une année assez morose, mais contrairement à l'année 2023, où il y a quand même eu énormément de records en 2023, mais cette année un peu moins. Bon, il y a eu des marques qui sont parties, Emma, mais comme tu le disais, comment tu vois ça? Enfin, on sait qu'aussi d'un point de vue conjoncture économique, mais ce n'est pas le meilleur moment pour acheter des montres. Et ça, on le voit notamment lors de ventes aux enchères. Mais quel est ton point de vue par rapport aux résultats de cette vente? La vente aurait eu lieu en 2023, elle aurait fait plus d'argent. On est quand même à 28 millions, c'est pas rien, c'est 28 millions offerts par la communauté horlogère à la recherche sur les myopathies. On ne peut que s'en féliciter. Cette vente aurait eu lieu en novembre 2023, elle aurait fait quelques millions de plus. Et cette vente aurait eu lieu l'année d'avant, elle aurait fait peut-être 10 ou 20 millions de plus. Pourquoi? Parce que le marché a totalement changé. Et le projet Only Watch, qui est un projet qui est né avec la bulle horlogère dans les années 2000, qui a grandi avec la bulle horlogère, ce projet, il est peut-être un peu moins pertinent maintenant. Il y a moins d'acheteurs, il y a moins de spéculateurs, il y a moins d'investisseurs. Donc, il y avait un risque de ce côté-là. Bon, la vente a eu lieu avec quand même une quinzaine de marques et de montres en moins que la vente qui était prévue. Ça a quand même fait 28 millions, mais à l'intérieur de ces 28 millions, il s'est passé des drôles de choses. Oui. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des enchères magnifiques. Patek Philippe. Patek Philippe à 15 millions, d'accord. Richard Mille. La même montre, en 2019, elle avait fait 31 millions. Donc, ouais. Oui, c'était la même grande sonnerie, etc. Donc, est-ce que c'est un record, 15 millions? Oui, c'est très bien, mais est-ce que cette montre, si elle s'était vendue avant, elle n'aurait pas fait beaucoup plus? Oui. Donc, très haut niveau, mais pas aussi haut que ce qui se passait autrefois. Il y a eu des enchères magnifiques sur la montre Journe, mais tout le monde sait que la cote des montres Journe est arrangée par un certain nombre de collectionneurs qui spéculent sur Journe. Il s'est passé la même chose avec Recep Recepi. Si tant est d'ailleurs que toutes ces enchères ont été des vraies enchères avec des vrais acheteurs au bout du fil, ce qu'on ne sait pas. Mais Recep Recepi, il s'agissait de battre un record. Ce record a été battu. Il suffit de regarder la vidéo de la vente pour comprendre que le gars qui tenait le marteau, Raoul Kadakian, qui est un excellent garçon, savait qu'on allait battre un record. Il a poussé jusqu'à le niveau de l'enchère de François-Paul Journe. Et puis après, il a tout fait en traînant. La vente a duré plusieurs minutes, alors que d'habitude, on avait expédié les lots très vite. Là, il s'agissait de battre le record de François-Paul Journe pour marquer la vente. Mais tout ça, c'est des considérations horlogères, c'est pas des considérations charitables. C'est un peu bizarre. Et alors ça, c'est les records. Il y a eu quelques indépendants qui ont fait des records. Je pense à, par exemple, Crayon a fait 440 000, je crois, c'est merveilleux. Gronfeld a fait 380 000, c'était merveilleux aussi. Petermann Beda aussi. Comment il s'appelle? Théo Furlan-Marie. Oui, Furlan-Marie a fait 130 000. La montre valait plus, en fait, mais bon, peu importe. Avec Tixier. Petermann Beda s'est bien débrouillé aussi. Donc, il y a eu, je dirais, une dizaine tous ces indépendants, en fait. De très belles enchères avec une bulle des indépendants, mais ça, on pourra reparler, je crois, ultérieurement de la bulle des indépendants. Oui. Mais à côté de ça, il y a eu une trentaine d'enchères médiocres. Enfin non, une vingtaine d'enchères médiocres et une dizaine d'enchères catastrophiques. Tu peux nous en citer quelques-unes? Par exemple, la plus belle montre, celle qui était la plus travaillée, la plus Only Watch,
était probablement la montre Bulgari, qui était une montre avec un revêtement façon marbre, qui est une montre qui avait dû demander des centaines d'heures de travail, qui avait dû coûter très cher à Bulgari. Et cette montre, qui devait faire logiquement, moi j'avais parié sur le million au mois d'octobre, je m'étais dit, cette montre va faire un bon million. Ça faisait partie des 7 ou 8 montres millionnaires qui auraient pu être millionnaires en adjudication. Et bien elle a fait 170 000, ce qui est un bid épouvantable. Autre exemple de bid épouvantable, la répétition minute, Gérald Genta, pièce unique, qui normalement aurait dû se vendre 500, 600, 700 000. Bah oui, elle a fait 170 000, c'est-à-dire moins cher que, la moitié moins que ce que seront vendus les Genta répétition minute. C'est quand même, à des niveaux très inférieurs. La Trilobe, pièce unique, s'est vendue moins cher que le modèle de série. La Montblanc s'est vendue moins cher, et ainsi de suite. Il y a un groupe qui sort perdant de ces enchères Only Watch, c'est le groupe LVMH, à l'exception de Hublot et de Louis Vuitton. Toutes les autres marques, ça a été un désastre. Tiffany & Co, qui vend une jolie petite pièce de joaillerie à 120 000, c'est le double en boutique. Donc, quand on fait des pièces uniques, on les vend plus cher en général. Là, on les a vendues moitié moins cher, et ainsi de suite. Donc, gros problème sur ces marques-là, gros problème sur les groupes. La montre Hermès, c'est pas spécialement bien vendu, la montre Chanel, c'est pas, ni la Bell & Ross ne se sont bien vendus. Bid total pour, par exemple, les montres Swatch Group, la Blancpain et la Brequet, mais elles n'ont jamais fait des merveilles à Only Watch, mais la Jacques Hédro, la montre Rolling Stone, qui normalement se vend 350 000, elle est partie à 150 000. Donc, une pièce unique qui part à la moitié du prix de la pièce de série, il y a un problème quelque part. Donc, c'est pour ça que je pense que tous ces échecs, mis bout à bout, plus toutes les questions qui restent posées, on n'a pas réglé le vrai problème de l'audit des comptes, tout ça fait qu'à mon avis, c'était la 10e et dernière édition de Only Watch sous cette forme-là. D'ailleurs, on voyait bien dans la salle, d'habitude, il y avait 30 ou 40 CEO horlogers qui se pressaient dans la salle, là, il n'y en avait quasiment pas un. Et d'habitude, le prince Albert était là, là, il n'était pas là. Donc tout le monde commence à prendre ses distances. Je pense que si on veut refaire Only Watch dans les mêmes conditions, la prochaine fois, il y aura 20 marques, point à la ligne. Ou alors, Only Watch se transforme en concours d'enchères pour les jeunes marques indépendantes, pourquoi pas? Mais ce sera plus ce que c'était. Avec évident. Autant de grosses marques, tu veux dire, c'est ça? Les grandes marques ont pris une telle raclée, là, notamment dans les groupes, que déjà, elles ne voulaient pas y aller. Tiens, je reviens tout de suite après sur un autre échec dont je n'ai pas parlé. Les grandes marques ne voulaient pas y aller. Là, elles sont sûres qu'elles n'ont plus du tout envie d'y aller. Il y a une montre, un indépendant, on parle de la bulle des indépendants, oui, mais il y a un indépendant qui a pris une raclée aussi. C'est la montre spéciale faite par H. Moser et compagnie et MB&F. C'est vrai qu'elle est moins bien vendue que prévu. Elle devait partir à 600 000. C'est une montre qui leur a coûté des centaines d'heures de travail, sur lesquelles ils avaient mis beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Les acheteurs n'étaient pas là, le marché a changé, les gens n'en ont plus envie. Elle est partie à 380 000, ce qui est une enchère très belle. C'est très bien pour que les enfants myopathes récupèrent 380 000, mais on est quand même à la moitié de ce qu'on pouvait espérer. Donc, il y a eu trop d'insatisfaction autour de cette vente pour que ça puisse continuer comme ça. Et pourtant, il faut, si Only Watch n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est-à-dire, mais pas forcément sous cette forme-là, mais il faut qu'il y ait une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, peu importe, une plateforme neutre où toutes les marques puissent se retrouver sans guéguerre entre les groupes et les marques pour offrir de l'argent à des causes charitables. C'est ce que le groupe Kering va essayer de faire là au mois de novembre. Ouais, j'ai vu. Avec une quinzaine pour l'instant de marques horlogères, on ne sait pas trop. Mais comme ils s'y sont pris très tard, les marques n'ont pas eu le temps de préparer des pièces uniques qui soient vraiment fortes. Mais c'est déjà un bon début. Mais ce que je voudrais, moi, surtout, c'est que cette plateforme de vente aux enchères charitables
spéciale pour l'horlogerie soit gérée non pas par un intervenant extérieur un peu fantasque comme Luc Pétavino, mais par les marques elles-mêmes, qui a une sorte de conseil de fondation, ou qui soit un terrain neutre où on ne se mesure pas la quéquette en permanence, où les égos des uns et des autres ne jouent pas, mais où on cherche à obtenir le plus d'argent possible pour le donner à telle ou telle autre cause charitable. Voilà, il faudra inventer ça. Alors, qui va mettre ça en place, je ne sais pas. Là, le coup de génie de Luc Pétavino, c'est d'avoir été quémandé auprès de chaque marque et de s'être imposé comme un interlocuteur valable. Sauf qu'à la fin, on a découvert qu'il n'était pas valable et qu'il était même suspect. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut faire quelque chose comme ça. Croisons les doigts pour que ça soit fait d'ici les prochaines années. Et est-ce que tu penses que cette vente aura un impact mais sur le marché? Parce qu'on sait que les précédentes années, par exemple, mais pour François-Paul Journe, ça permettait de rehausser certaines cotes, mais sur le marché secondaire. Et puis même mais pour d'autres marques qui étaient présentes lors de cette vente. Est-ce que tu penses que cette vente-là, précisément, aura un impact sur le marché? Depuis le début de l'histoire de Watch, les ventes ont toujours eu un effet positif sur les marques. C'était l'objet même de ce concours. Il s'agissait de performer et d'avoir l'enchère la plus haute possible pour donner le plus d'argent possible à la recherche sur les myopathies. Et il y a des marques qui ont construit leur réputation là-dessus. François-Paul Journe a consolidé régulièrement la croissance de sa cote d'amour auprès des amateurs à Only Watch. Tudor, par exemple, a fait des enchères à 300 000. Et quand on voit que Tudor fait des enchères à 300 000 pour des pièces uniques, on se dit, tiens, Tudor, c'est une marque, après tout. C'est pas une petite marque, c'est une marque qui est collectionnable, c'est une marque qui peut prendre la valeur. Ça augmente la cote d'amour et la valeur potentielle, la valeur d'échange des marques et des montres. Donc ça, c'est pour ça que Only Watch a toujours eu un effet positif. Parfois, un effet légèrement négatif. Quand une marque vendait moins cher ses pièces uniques que ses pièces de série, on disait, il y a un problème, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'amateurs, la marque n'a pas un bon marketing, il se démerde mal, il y a un mauvais management, enfin, etc. Donc, les ventes Only Watch ne sont pas neutres, elles influent toujours, dans un sens ou dans l'autre, sur le marché. Maintenant, la question, c'est est-ce que la vente de 2024, de mai 2024, aura une influence sur le marché? Oui. Est-ce qu'elle aura une influence positive ou négative? Là, c'est plus compliqué de le décider, parce que d'abord, on a le nez sur l'événement, on n'arrive pas encore à savoir, mais je pense qu'on a envoyé globalement un message pas très positif. On n'a pas envoyé un message totalement négatif, mais ce n'était pas l'enthousiasme fou d'il y a 2 ans ou d'il y a 4 ans. Donc déjà, ça reflète la réalité du marché qui est en train de décroître. Le marché de la seconde main s'est effondré depuis 2 ans de 50% à peu près. Si cette vente, on le disait avant, si cette vente avait eu lieu il y a 2 ans, on n'aurait pas fait 28 millions, on aurait fait 48 millions. Voilà. Donc ça envoie un message de décroissance et de dégonflement de la bulle horlogère. Après, ça envoie un message positif pour les indépendants. Qui ont très bien marché. Quand RedChef vend à plus de 2 millions une montre, alors que la même montre, elle vaut 100 000 dans le commerce, on se dit il y a une demande très forte pour RedChef et les gens sont capables de se battre à coups de centaines de milliers de francs ou d'euros pour une montre de RedChef. Donc ça, c'est très positif pour RedChef, qui est en train de prendre la place de François-Paul Journe. Quand Richard Mille fait une enchère à 2,3 millions, je crois, on se dit la marque reste très solide, alors que tout le monde dit qu'elle est un peu faiblissante. Quand on va prendre comme exemple Crayon, qui n'est pas la marque la plus connue, quand Crayon fait une enchère à 440 000, on se dit oui, il y a des vrais amateurs de montres Crayon. Ce n'est pas seulement un caprice de créateur, et ainsi de suite pour un certain nombre de marques. Une Furlan Marie à 130 000, je crois que c'était 130, oui. C'est bien pour une marque qui vend des montres à 1300 francs suisses. Et j'ai dû être le premier journaliste à parler de Furlan Marie pendant la pandémie. Il venait de se lancer, il vendait des montres à 450 francs suisses.
Ouais, il est a à une grosse 130 montée en 000. puissance. C'est énorme. Et surtout qu'ils ont aussi collaboré avec Julien Tixier. Ah voilà. Mais c'est pour ça que je pense que 130 000, c'est énorme. La montre, à mon avis, est tellement exceptionnelle, ce module séculaire est tellement exceptionnel que ça méritait le double. Mais les amateurs ne sont pas forcément les plus malins dans ce domaine-là. Le son, mitigé aussi. Les investisseurs et les spéculateurs ne se sont pas totalement retirés du marché, ils se sont quand même partiellement retirés du marché. Quand la Patek fait 15 millions alors qu'elle aurait pu en faire 30, c'est qu'il y a un petit problème. Donc, je dirais que le message envoyé par cette édition d'Only Watch est assez ambigu. Comme je l'écrivais dans Business Monde, c'est pas pire que si ça avait été meilleur et c'est pas meilleur que si ça avait été pire. C'est un peu entre les deux, un verre moitié plein, un verre à moitié vide. Mais en tout cas, c'est pas un message d'enthousiasme collectif. Et je pense que ça a eu une influence sur les enchères qui ont suivi. Pendant tout le week-end à Genève, il y avait des enchères chez Prestige, chez Philips, chez Sotheby's, chez Antiquorum. L'ambiance n'était pas à l'affolement, l'ambiance n'était pas morose, mais elle n'était pas non plus super optimiste. Et le marché des enchères est en train lui aussi de décliner lentement. Tant mieux pour les amateurs comme moi qui vont retrouver des montres à des petits prix intéressants. On retrouvait là aux enchères des Rolex à 3 000 alors qu'elles étaient à 8 000 il y a 2 ans. Je préfère les acheter à 3 000 qu'à 8 000. Voilà. C'est normal. Voilà, c'est humain. Et de ce côté, mais la vente Only Watch n'a pas corrigé les tendances lourdes et décroissantes du marché. Mais quelle a été ta montre favorite parmi toutes? À toi, à titre. Ah ben, pour Only Watch, oui. Ah ben, pour moi, c'était clairement la Bulgarie, qui était une montre extraordinaire. Alors, l'Octo est déjà très belle en soi, mais là, le travail qu'ils avaient fait pour ce revêtement de marbre, qui n'était pas du marbre, c'était une façon marbre, mais c'était un travail, c'est en gros écaille par écaille. C'est comme une peau de serpent qu'on aurait mis sur l'Octo. Je sais que ça leur a coûté des centaines d'heures de travail, très minutieux, et voir cette montre bradée à 170 000, là je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que le site de Christie's a été piraté, donc tout le monde n'a pas pu enchérir en ligne, mais enfin il y a des gens qui ont pu enchérir en ligne sur un certain nombre de montres de très haut niveau. Donc là, je pense que la marque n'a pas fait son boulot, et surtout, c'était très risqué. Moi, je l'avais écrit avant et j'avais dit aux marques, attention, vous prenez un risque. C'était très risqué d'organiser cette vente aussi vite, sans tournée internationale des montres. La tournée avait eu lieu en septembre-octobre avant l'année dernière, mais depuis tout le monde avait oublié. La vente n'a pas été bien préparée, ni par Christie's, ni par Only Watch. Donc, c'était un risque inutile pour les marques qui n'ont pas besoin de ça en ce moment, alors que leurs ventes de montres neuves sont en train de s'effondrer. Si les ventes de montres neuves s'effondrent, si le marché primaire recule, et si les ventes de montres de seconde main, si le marché secondaire recule, eh bien on est mal. Voilà. Et c'est vrai que même, tu vois, enfin, je trouve qu'il y a eu beaucoup moins de communication cette année que les précédentes années. Par exemple, moi, j'ai été tenu au courant que la vente avait eu lieu en mai, assez tardivement. Alors qu'avant, mais c'était une date fixe, tout le monde la connaissait. Il y avait énormément de communication des marques, d'Only Watch, de Christie's, enfin, mais de tout le monde, alors que là, c'était beaucoup plus réduit. Alors, c'était beaucoup plus réduit, il y avait beaucoup moins de monde. Déjà, c'était une idée, mais vraiment stupide, d'organiser ça pendant un week-end entre deux ponts, enfin, qui était un week-end de pont. Il manquait plein de gens, et il y a plein de gens qui ont préféré aller à la plage ou à la montagne, plutôt qu'aller à Only Watch. Ils avaient fait ça, en plus l'ambiance n'y était pas, ils avaient fait ça dans une grande salle à Palexpo, à l'aéroport de Genève, où il y avait 400-500 personnes maxi, alors qu'on en attendait 1000. Donc ça donnait une impression de petit et de raté. La communication n'a pas été très bonne, c'est ce que je disais concernant ni chez Christie's, qui a juste fait le service minimum, là, hein. Ils n'ont pas été au-delà, ni chez Christie's, ni chez Only Watch. Il n'y avait pas l'enthousiasme, il n'y avait pas la folie. Et c'est cette folie qui déclenche les enchères. L'amateur, il vient pour dépenser 100 000 et il dépense 500 000 alors qu'il ne s'y attendait pas. Bon, il y avait moyen de le faire, mais c'est comme ça. Là, je peux donner un exemple précis d'un amateur qui voulait enchérir sur une montre et qui s'était dit... J'y vais jusqu'à 600, 700 000. OK. Il a eu la montre à 300 000.
Bah, comme il était là pour dépenser 700 000, il s'est fait plaisir, il a acheté d'autres lots. Mais c'est pas de l'enthousiasme, c'est pas de la folie, c'est pas quelque chose de mémorable. Voilà. Et il y a un indice qui ne trompe pas. Est-ce que le site OnlyWatch a publié Les résultats? les résultats? Non. La réponse est non. C'est vrai. Alors pourquoi? J'ai cherché, alors chez OnlyWatch évidemment, ah ouais, on n'a pas eu le temps, ouais, c'est pas vrai, ok. C'est simplement parce que les marques ne sont pas fiers du score qu'elles ont fait à OnlyWatch. Et il y a un mauvais sentiment autour de cette vente. Tout le monde a mauvaise conscience. Il y a plein de marques qui ont été contraintes et forcées. Elles n'avaient pas envie d'y retourner, mais bon, il fallait bien y aller. Sinon, si elles n'y avaient pas été, elles passaient pour des lâcheuses. Elles n'avaient pas envie de passer pour des lâcheuses. Le groupe LVMH, collectivement, avait dit on n'y va pas. Après, ils ont dit on y va, mais c'est la dernière fois. Et là c'est certes, ils ne vont pas y revenir. Et puis, il y a des montres qui auraient été invendables ailleurs, des séries limitées, ailleurs qu'à OnlyWatch. Alors, ce n'est pas le cas, par exemple, de la Bulgarie dont on parlait. La Bulgarie en marbre, il lui aurait fait faire une tournée mondiale. Elle se vendait à 3 fois ce prix-là. Il y avait suffisamment d'amateurs pour mettre l'argent sur la table. Mais il y a des montres qui étaient tellement moches, tellement OnlyWatch, puisque je ne sais pas pourquoi Luc Pétavino leur avait dit les gars, arc-en-ciel cette année. Oui, c'est stupide, arc-en-ciel, ça fait des montres moches. Je pense à la montre de ce pauvre Bernard Lederer. Son chronomètre à impulsion centrale. Très belle montre. Normalement, ça aurait dû faire 100 000. Ça fait 45 000. Oh! Pourquoi? Parce que la montre est moche. Et elle est moche parce qu'elle ne pouvait se vendre qu'à OnlyWatch. Il aurait mieux fait de faire une pièce de série, numéro 1 ou numéro 0, et ça aurait été plus simple. Voilà. Donc personne n'a bonne conscience. Même OnlyWatch n'ose pas publier les résultats, c'est qu'il y a un problème. Et je pense que les marques ont demandé aussi à OnlyWatch de ne pas en faire trop. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que le concept est quasiment, non pas mort, mais il faut entièrement le refaire. Il faut réimaginer une nouvelle plateforme et une nouvelle manière pour l'horlogerie d'apporter des fonds à des causes charitables, homéopathie ou autres. Voilà. Ouais, mais moi, je crois qu'on ne s'en sortira pas, mais ça n'empêche pas les marques de continuer à faire par ailleurs des pièces uniques pour d'autres charities. Il n'y a pas qu'OnlyWatch dans la vie. Et en général, ces montres-là se vendent très bien. Donc, le principe est bon. Il faut simplement prévoir une nouvelle architecture, une nouvelle plateforme pour ces ventes charitables et quelque chose qui appartienne à l'horlogerie et pas à une équipe de branquignols qui dépensent l'argent n'importe comment. Voilà, parce que c'est pas fini. Il y a quelque chose qui a changé fondamentalement au cours de ces 3 dernières années. C'est quoi? Quand il y a eu l'enchère à 31 millions avec le ripou cambodgien dont je parlais tout à l'heure. Ripou qui est d'ailleurs qui fait l'objet d'enquêtes judiciaires dans son pays. Mais bon. Mais il l'a acheté par un autre ripou thaïlandais. Mais bon, peu importe. On sait que c'était lui qui était derrière. Enfin, c'est moi c'est mon enquête qui l'a établi, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour le dire. À l'époque, c'était en 2019, on pouvait passer de l'argent, blanchir tout ce qu'on voulait facilement. Depuis 2019, ça s'est durci partout dans le monde. Parce que l'argent de la drogue, l'argent des trafics d'armes, l'argent de la traite des blanches, tout ça, c'est devenu très sensible. Et les gouvernements, ils font très attention. Il y avait, dans cette lutte contre le blanchiment, une sorte de trou noir en Europe qui était Monaco. Et le prince, qui est intelligent, a compris qu'il avait quand même intérêt à rentrer un peu dans le rang. Et donc, Monaco, depuis 2019-2020, a terriblement durci les conditions de transit de finances, les conditions de tout ce qui touche à la finance et à l'apport d'argent et à la circulation de l'argent à Monaco. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ce qu'on faisait il y a 4 ans. Il y a un indice qui ne trompe pas. C'est quoi? N'importe quel... Vous achetez chez Christie's, c'est-à-dire ceux qui ont organisé la vente OnlyWatch. Vous achetez chez Christie's, vous achetez quelque chose, un objet quelconque à 1 million. Christie's va vous demander, d'abord, va vous enregistrer comme acheteur. Il faudra montrer patte blanche pour être acheteur à hauteur d'1 million, enchérisseur à hauteur d'1 million. Puis après, une fois que vous aurez l'objet, pour le payer, il faudra que votre banque montre patte blanche et que vous-même vous montriez patte blanche. C'est-à-dire que Christie's va enquêter
sur la banque. Est-ce que c'est une banque de narcotrafiquants ou est-ce que c'est la Société Générale? Est-ce que vous-même, vous êtes un honorable riche ou est-ce que vous êtes un riche un peu suspect? Pourquoi? Parce que Christie's a des règles de compliance, des règles éthiques, des procédures qui, justement, leur ont été imposées par la lutte contre le blanchiment. Dans l'histoire Only Watch, ça c'est un truc que j'ai découvert quand j'ai posé toutes les questions, est-ce que c'est Christie's qui encaisse l'argent dans des conditions, donc, supposées très propres? Ben, pas du tout. J'ai acheté 1 million à Only Watch, j'envoie le chèque à Christie's, mais Christie's me dit non, c'est pas moi je ne touche pas l'argent, je veux pas savoir d'où il vient, je veux pas savoir. Je l'envoie directement à Only Watch. Et jusqu'à présent, en principauté, on pouvait mettre ce qu'on voulait dans les banques. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est donc, d'accord. Une partie du problème d'Only Watch, ça vient de là aussi. Tant que c'était un grand jeu pour les horlogers, en même temps qu'un grand vecteur de blanchiment, ça passait bien. Ça reste un grand jeu pour les horlogers, mais maintenant, le vecteur de blanchiment, il va falloir trouver d'autres procédures. Voilà. Donc, si j'ai des millions de narco-dollars ou de narco-yens ou de narco ce qu'on veut, ben, je ne peux plus les écouler facilement à Only Watch comme avant. Parce que pourquoi? Comment ça fonctionnait? J'achète une montre Patek à 30 000. 30 millions, attention. Bon, soyons sérieux. 30 millions. Cette montre, 3 ans après, je la revends. Donc, les 30 millions, c'était de l'argent sale. Quand je la revends chez Christie's, même si je la revends que 10 millions, Christie's me fait un chèque. Et ces chèques, c'est de l'argent propre. Donc, qu'est-ce que ça peut faire que j'ai perdu 20 millions dans l'affaire, puisque de toute façon, à la fin, j'ai 10 millions propres. Voilà. Donc, mais ça, c'est fini. Ça n'existe plus. Donc, c'est maintenant qu'il va falloir repenser, là aussi, les enchères en fonction de cette réduction du facteur blanchiment. C'est pas moral, hein? Ouais, c'est franchement, bon, c'est un sujet l'essentiel, c'est que ça fasse. Moi, je me bats pour que ça continue, pour qu'on fasse des belles montres comme la montre de Recep, des belles montres comme la montre de Bulgarie, des belles montres comme il y avait des trucs très jolis. Voilà, il y en avait très moches, hein, on est d'accord, mais il y en avait qui étaient super. Celle de Peterman Beda était magnifique, celle de Sylvain Pinault était magnifique. Donc, on sait faire des belles montres. On peut les vendre dans des conditions qui soient beaucoup plus éthiques, et cet argent doit être, et l'argent qu'on en retirera pour des causes charitables, devra être beaucoup mieux géré. C'est pas énorme, c'est pas exorbitant de demander ça, et ça, l'horlogerie est capable de le faire. Demain, je ne sais pas, après-demain, mais plus tard, oui. Voilà. Bah, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Pour tous ceux qui veulent aller voir Business Monde, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo où justement on peut en découvrir beaucoup plus sur les différentes enquêtes que tu peux faire, etc. Donc je vous mets le lien dans la description et on se retrouve pour un nouveau sujet. Eh bien à bientôt. À la prochaine, salut.